Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20h à la une de ce journal. Conférence de presse du Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé ce matin à l'immeuble Arambo de Libreville. Des sanctions seront prises à l'endroit des auteurs du naufrage du bateau Esther Miracle à l'issue de l'enquête en cours. Ouverture ce matin à Yaoundé au Cameroun de la 15e session ordinaire des chefs d'État de la CEMAC. À l'ordre du jour, les impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine, l'avenir du franc CFA, la crypto-monnaie et le financement de la communauté, des points au menu de la rencontre. Et puis à Lastoville, des trafiquants d'ivoire dans les filets des éco-gardes, une bataille pour la préservation de la biodiversité. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce 20h, affaire du naufrage du navire ferry Esther Miracle. L'enquête ouverte par le parquet de Libreville suit son cours. À ce jour, 33 personnes ont été arrêtées. Estelle Amvan. Pour des nécessités d'enquête, aucune administration en lien avec la sécurité du transport maritime et celle du ferry Esther Miracle n'est laissée de côté. Selon le parquet de la République, dans les unités de police judiciaire, ce sont 33 personnes qui sont actuellement auditionnées. La trentaine de personnes touchent aussi bien les transports, la marine marchande, que la compagnie propriétaire du navire. Suspendus de leurs fonctions et aussitôt placés en garde à vue, le directeur général de la marine marchande Fidèle Ngwemba et plusieurs de ses collaborateurs font partie des premiers à payer le prix fort de cette tragédie. Des interpellations qui comptent bien se poursuivre. Au fur et à mesure que l'enquête progressera, les révélations que nous aurons au cours de cette enquête nous conduiront probablement vers d'autres personnes et le chiffre sera amené à être vu à la hausse. Pour obtenir des réponses claires, André-Patrick Ropona et ses équipes entendent investir toutes les pistes à leur disposition. Le navire était-il à jour des documents afférents au trafic maritime? Le chargement répondait-il aux normes? Quelles sont les causes réelles du naufrage? Comment s'est effectuée l'évacuation des passagers? Autant d'éléments qui permettront de déterminer les responsabilités. Quand le procureur est dans une procédure pénale avec ses officiers de police judiciaire, il s'agit de constater qu'il y a infraction, il s'agit de rassembler les preuves de cette infraction et d'identifier les auteurs de celle-ci. Le préjudice du naufrage de l'Esther Miracle implique également la non-assistance à personne en danger. Le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé a tenu une conférence de presse ce matin à l'immeuble Arambo. Occasion pour Alain-Claude Billy-Binzé de dénoncer le laxisme qui prévaut dans l'administration gabonaise. Un reportage d'Alexandre Baoundo. Après le naufrage de l'Esther Miracle et la suite des événements, il était tout à fait indiqué pour le chef du gouvernement, Alain-Claude Billy-Binzé, de faire le point global sur la situation. Au regard du laxisme qui prévaut au sein de l'administration gabonaise, le chef du gouvernement n'est pas passé par le dos de la cuillère. Trop souvent, et pour le déplorer, les actes administratifs et autres agréments ou autorisations sont délivrés sans examen rigoureux, ni contrôle des pièces fournies au dossier au mépris de l'intérêt général. Cet événement malheureux doit servir à tous les gestionnaires des affaires publiques. Il y a trop de négligence, trop de compromission, trop de passe-droit et trop de petits arrangements. Pour Alain-Claude Billy-Binzé, le naufrage de l'Esther Miracle causé par la négligence ne saurait être impuni. C'est pourquoi, si des failles sont révélées par les résultats de l'enquête au sein de l'administration des transports, dans le cadre de ce naufrage, des sanctions administratives seront prises sans préjudice des sanctions pénales. Personne ne sera épargné, à quelque niveau que ce soit. Personne. À cette rencontre à l'immeuble Arambo était présent le monde syndical qui exige la tenue des états généraux du transport au Gabon. L'impératif des états généraux de transport, nous l'avons demandé depuis longtemps, ça ne s'est pas fait, soit par la faiblesse des ministres, soit par certaines turpitudes de certaines personnalités. Nous estimons que le transport a besoin d'aller dans des réformes profondes. Il nous faut donc dans l'impératif des états généraux de transport. À titre de rappel, le Premier ministre, au matin de son laïus, a annoncé la réalisation prochaine d'une stèle en la mémoire des disparus.
Depuis le naufrage du bateau ferry Esther Miracle, le gouvernement a pris une batterie de mesures et cet après-midi, le Premier ministre a animé une conférence à l'immeuble Arambo. Des mesures seront prises également à l'encontre de personnes qui seront fautifs de l'enquête en cours. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Alexandre Bando, du desk politique de notre rédaction. Alexandre Bando, bonsoir. Alors, cet après-midi, justement, le Premier ministre, Alain-Claude Billy-Binzé, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle des décisions, sinon de mesures, des sanctions seront prises à l'endroit de responsables du naufrage du bateau ferry Esther Miracle, lorsque les conclusions, justement, permettront de les conclure. Alors, selon vous, est-ce que ce n'est pas une simple mesure, sinon une simple façon de faire de la com? Jack, on ne saurait dire que c'est un coup de communication de la part du Premier ministre. Il est tout à fait indiqué qu'en période de crise, que le gouvernement communique. Et je pense qu'au regard de la gravité de la situation, il était tout à fait judicieux que le gouvernement, en tête desquels le Premier ministre, prenne ses responsabilités. Parler de la communication, ce serait trop aller en besogne, parce que nous voyons depuis un temps, depuis quelques jours, il y a des sanctions. Nous avons eu la démission du directeur général, nous avons eu la démission du ministre des Transports. C'est dire que le gouvernement gabonais, par le biais de son Premier ministre, a pris ses responsabilités. Il faut voir, Jack, la gravité de la situation. Ce sont les Gabonais qui sont morts, ce sont des familles en deuil. Il y a des jeunes, il y a des enfants. Et je pense qu'il était tout à fait indiqué que le gouvernement de la République prenne des mesures qui s'imposent. Alors, Alexandre, donc, c'est pour vous dire que, Jack, qu'on est loin de la simple communication. D'accord. Est-ce qu'il fallait forcément attendre également qu'on ait d'abord cet incident pour justement permettre justement au gouvernement gabonais de voir ce qui ne va pas au sein de notre administration? Alexandre. Je pense que c'est ce que tous les Gabonais déplorent. Au Gabon, il y a de la corruption. Au Gabon, il y a la lourdeur administrative. C'est vraiment un fait regrettable. Mais je pense que aujourd'hui, on parlera de l'avant-naufrage de l'Esther Miracle et de l'après. Parce que je pense que cette triste réalité va permettre aux Gabonais et à nos dirigeants de tirer un certain nombre de leçons. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous ayons une administration plus efficace et compétitive en pareilles circonstances, par exemple? Je pense que d'abord, il sera d'abord question d'un casting. Il faut choisir des hommes et des femmes qui sont rompus à la tâche. Parce qu'aujourd'hui, comme le Premier ministre l'a dit, c'est ce système où il y a des parapluies, où il y a des promotions qui ne valent pas, qui n'ont pas leur raison d'être. Je pense qu'il faut mettre un terme à ce type de pratique. Et ainsi, on aura une administration plus compétitive, une administration qui répond aux besoins, normalement, du peuple gabonais. Alors, lors justement de cette conférence du Premier ministre, il a également été interpellé par les syndicats quant à la tenue justement de la tenue des États généraux dans le domaine du transport. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la proposition du président du SAMTAC est tout à fait judicieuse parce que depuis 1960, où les Gabonais ont pris les rênes du pays, le secteur du transport n'a jamais connu d'États généraux. Et je pense que c'est l'une des raisons qui entraîne, n'est-ce pas, ce laxisme-là. Je pense que ces États généraux vont permettre un certain toilettage pour que nous évitions cet événement. Pour la petite histoire, l'Organisation mondiale de l'immigration est venue ici au Gabon. Un cahier de charges a été présenté au ministère des Transports. Malheureusement, Jack, laissez-moi vous le dire, sur plus d'une vingtaine de propositions qui ont été faites, il n'y a que 2. Voyez un peu la gravité de la situation. Je pense que ces États généraux viendront à point nommé parce que ça permettrait effectivement de mettre à plat, de mettre en évidence un certain nombre d'insuffisances. Et c'est ainsi, je pense qu'il faut une certaine synergie entre non seulement le gouvernement, les acteurs du transport, mais également les syndicalistes qui sont là, la société civile, qui ont un droit de regard sur le transport au Gabon. Et c'est donc à ce titre-là que les Gabonais vont voyager en toute sécurité et en toute aisance. Alexandre Mando, merci justement pour ces précisions par rapport à ce drame qui aujourd'hui apporte beaucoup de tristesse justement au peuple gabonais. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information.
Le Gabon endeuillé, vous le savez, depuis quelques jours, le président de la République avait décrété 3 jours de deuil national par rapport à ce drame. Le bilan du drame reste jusqu'à ce jour pas encore totalement déterminé. L'ambiance est froide avec la décision gouvernementale. Le révérend pasteur Oni Nganga et Batsanga Jeff, porte-parole des familles éprouvées, nous apporte plus d'éclaircissements au micro de Maya Meza. Le président Ali Bongo Ondimba a annoncé au cours de son discours lundi 13 mars 2023 les journées de deuil national en mémoire des victimes du naufrage du bateau Esther Miracle, le 9 mars dernier. Et hier, le Premier ministre, accompagné du ministre de la Santé au port-mort de Libreville, ont donné une information que... Dorénavant, toutes les démarches devaient être menées par la Croix-Rouge. Donc la Croix-Rouge qui devrait se charger de collecter les informations et tout ce qui va avec. Quoi qu'il en soit, depuis le début, nous avions déjà nos listes établies avec les noms des familles. Donc chacun était déjà clairement identifié en fait. En mémoire de toutes les personnes décédées, toutes les activités, à savoir les manifestations festives et sportives, ont été suspendues dans le pays. Aujourd'hui, la nation peut-elle reprendre son cours de vie normal? Le cours de vie ne sera jamais normal. Il ne sera jamais normal parce que tous nos corps n'ont pas encore été repêchés. Figurez-vous, il y a encore officiellement 16 corps, mais j'en dénombre 18 corps encore dans l'eau, introuvables à ce jour. Et c'est tellement douloureux en fait, il n'y a aucun mot pour exprimer ça. Donc non, la vie ne peut pas reprendre son cours. Plusieurs familles auraient été soulagées de repartir au moins avec le corps de leurs parents pour faire un deuil. Là, aucun deuil ne pourra se faire. Et d'un autre côté, il y a eu trop de manquements dans toute la gestion. Et je crois que non, le cours normal de la nation ne peut pas se faire. J'aimerais même bien que le cours de la vie soit bouleversé en fait. Et que les choses commencent à changer en fait. Au cours de ces recueillements, il était question d'accompagner en pensée et en prière toutes ces familles touchées par la disparition d'un de leurs proches. À la fin de ces 3 jours de deuil décrétés, l'ambiance reste tendue, vu la décision du gouvernement qui essaie de libérer les lieux dans l'immédiat. Alors que les parents souhaitent rester un peu plus longtemps sur le quai du Port-Moll, surtout ceux qui nourrissent encore l'espoir de voir retrouver les dépouilles de leurs proches. Le lieu se libère, ce n'est pas nous qui le libérons. C'est juste que officiellement le gouvernement avait déclaré un deuil de 3 jours. Et je crois qu'aujourd'hui, hier était le terme du deuil de 3 jours. Donc, selon l'intervention du ministre de la Santé, il voulait que désormais tout se passe au siège de la Croix-Rouge. Donc voilà, écoutez, nous sommes là, du moins. Aucune décision n'a encore été prise. Toutefois, moi n'étant que porte-parole, je serai assujetti à la décision des parents. Et donc, ça fera l'objet d'une autre réunion tout à l'heure. On va encore se concerter et voir éventuellement le plan d'action. Officiellement, les recherches se poursuivent toujours, malgré que les lieux se libèrent. Donc, mais après, on aimerait avoir en fait des informations bien plus concrètes en fait. À ce jour, les familles éprouvées par le naufrage restent perplexes, alors que les recherches se poursuivent. Toujours est-il que plusieurs questions tâtonnent l'esprit des Gabonais. Démission hier du ministre des Transports Brice Constant Paya, une démission qui intervient plusieurs jours après le naufrage du navire ferry Esther Miracle. Quelle réaction des Gabonais après ce drame? Il s'exprime au micro de Chimenino. La démission du ministre des Transports n'était pas vraiment la solution adéquate. Le problème, c'est de trouver des organismes en place pour essayer de mieux vérifier nos moyens de déplacement, que ce soit maritime ou routier ou ferroviaire. Essayer de mettre des organismes en place pour essayer de mettre l'accent sur la vérification sanitaire, matérielle de tous nos moyens de déplacement. Vraiment que l'État mette vraiment un accent dessus et qu'il soit rigoureux face à ces institutions-là, parce qu'après, il y a des pots de vin qui sont versés pour couvrir certains défauts des moyens de transport, et c'est ce qui nous cause cette perte-là. Concernant le ministre des Transports, on sait vraiment qu'actuellement, c'est aussi vraiment les moments difficiles qui ont été passés. Dans le cas là où actuellement, il est dans la phase des critiques et beaucoup de choses. Bon, rendre une démission, ce n'est pas aussi vraiment une chose vraiment qui est concrète, mais s'il l'a fait, c'est parce qu'il sait pourquoi aussi. Donc, de l'autre part, c'est de son vouloir, on peut admettre cela. Mais on souhaitait que justice soit faite. C'est tout à fait normal et c'est loyal, la générosité. Lorsqu'on n'en peut plus, lorsqu'on se reproche de quelque chose, l'homme doit se remettre en cause. Je crois c'est en âme et conscience qu'il a pu faire. Il est choqué. Je n'ai pas dit que je suis surpris que le ministre puisse démissionner.
Mais pour moi, je vois ça un peu comme un geste assez noble, vous voyez. Parce que, quand je le dis, bon, nous sommes dans un petit pays et souvent on a du mal à... Nous copions d'autres pays, mais pas dans certaines bases, vous voyez. Moi, je me suis dit, c'est dans certains grands pays, que des catastrophes comme ça arrivent, et sous la tutelle de tel ministère, logiquement, la personne prend souvent la démission. Ce n'est pas pour échapper aux enquêtes, mais pour reconnaître peut-être que dans son élément, le travail n'a pas pu être établi selon son ministère. Et pour éviter toutes sortes de cacophonie, je peux dire, il a préféré démissionner. Bon, moi, le geste du ministre, ça m'a plu. Jusqu'alors, je suis un peu étonné que ça se passe au Gabon, qui est un ministre plein d'émissions. Direction à Yaoundé, au Cameroun, où s'est ouvert aujourd'hui la 15e session de la conférence de chefs d'État de la zone CEMAC. Au palais de l'Unité prennent part aux travaux les 6 chefs d'État de la sous-région. Réunion des travaux placés sous les signes de la solidarité entre les États. Plus de précisions dans ce reportage signé de notre correspondant Joël Sidney Womde. Placée sous le signe de la solidarité entre États, la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC a été ouverte ce 17 mars 2023 à Yaoundé au Cameroun. Dans son propos introductif, le professeur Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, a tenu à rendre un hommage au peuple camerounais, riche de sa culture, qui a accueilli les travaux de cette 15e session, non sans oublier de rappeler l'impact causé par la guerre russo-ukrainienne dans la croissance socio-économique de la sous-région CEMAC. De son côté, le président en exercice de la CEMAC, son Excellence Paul Biya, a présenté les objectifs des travaux de cette session, parmi lesquels l'examen de l'état de mise en œuvre du programme des réformes structurelles, notamment les réformes économiques et financières de la sous-région Afrique centrale, et l'analyse des conséquences de la guerre russo-ukrainienne sur les économies de la CEMAC, mais aussi l'analyse rationnelle des 2 communautés régionales économiques d'Afrique centrale. Au rang des perspectives, un accent sera mis sur l'implémentation du programme économique sous-régional de 2e génération, lequel programme s'articule autour d'un portefeuille de 12 projets intégrateurs prioritaires susceptibles d'accélérer l'intégration physique et commerciale de la sous-région CEMAC. D'un autre côté, les chefs d'État de la CEMAC se proposent au cours de cette 15e session d'accélérer la mise en circulation du passeport biométrique CEMAC qui, à coup sûr, favorisera un meilleur maillage entre les États de la sous-région. Nous restons à Yaoundé au Cameroun pour parler de l'avenir du franc CFA qui a également été évoqué au cours de cette conférence de chefs d'État de la zone CEMAC, une réunion en présentiel depuis la crise de Covid-19. Carmen Eyegé nous en dit plus. Dans un protocole décontracté, hier, les représentants des 6 États de la CEMAC se sont retrouvés pour la première fois depuis 2019 en présentiel. La réunion qui prend place aujourd'hui doit largement évoquer la réforme du franc CFA, comme l'évoquait le président de l'institution, Daniel Onaondo sur RFI. Battre la monnaie, c'est un problème de souveraineté. La souveraineté monétaire, à terme, je crois que nous allons pouvoir disposer de nos réserves comme nous le souhaitons. Il y a des pays qui sont plus petits, qui ont une monnaie. C'est à nous d'en décider. Si nous disons que nous voulons avoir nos réserves de change et nous passer la Banque de France, on peut le faire. C'est d'autant plus qu'en Afrique de l'Ouest, ils gèrent leurs devises. À ma connaissance, il n'y a pas eu de problème jusqu'à présent. En effet, le compte d'opération est toujours au niveau du Trésor français. Plusieurs points sont alors à l'ordre du jour, notamment le changement du nom de la monnaie, le retrait progressif des représentants français au sein des organes de décision, la clôture du compte d'opération dans les livres de la Banque de France et le rapatriement des réserves de change au siège de la Banque centrale. Ces discussions s'inscrivent dans un contexte d'éloignement avec l'Hexagone. La Centrafrique a par exemple officialisé le Bitcoin sur son territoire en 2022, un pied de nez au franc CFA, considéré par beaucoup comme un symbole de néocolonisation.
Une note nécrologique dans cette édition d'information. Ancien sénateur et membre du Conseil des sages du Parti démocratique gabonais, François Engonga a reçu les derniers hommages sur sa terre natale. Il est décédé le 26 février à Paris. Des précisions dans ce reportage de Chimenindo. Accueillis avec honneur et hommage mérité, les populations venues des 4 coins de la province du Wellington ont reçu leur fils avec honneur et le sentiment que François Engonga Oono a véritablement joué sa partition. Après l'arrivée de la dépouille à l'aéroport d'Eoro Mekok d'Oyem, direction la cathédrale Saint-Charles-Luanga. C'est dans ce lieu saint, plein d'émotions, que l'office aîné de François Engonga Oono s'est exprimé. Si papa nous a inspiré la protection, l'affection, demeurons simplement solidaires, protecteurs et aimants pour les uns les autres, avec les spécificités positives ou négatives. Avant d'être conduit à sa dernière demeure, l'homme de Dieu l'a recommandé au Saint-Père. La mort nous perturbe et nous déroute. Nous ne savons pas comment prier. Seigneur Jésus, tu veux prendre avec toi ce que le Père t'a donné. Conduis notre frère François jusqu'à sa demeure éternelle. Il quitte cette terre où il a vécu, alors accueille-le parmi tous tes amis. Pour rappel, François Engonga Oono était un ancien ministre de l'Éducation nationale et ancien président du Conseil national de la communication. Toujours à l'intérieur du pays, à Mouila, dans la province de Langounié, une campagne de sensibilisation sur les questions de grossesse précoce a été organisée à l'endroit des élèves du lycée Jean-Jacques Boucavel dans la province. Plus de détails dans ce récit signé Leslie Nanaka. La problématique de grossesse précoce en milieu scolaire est une des mesures de la stratégie de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes mise en œuvre par le programme Gabon Égalité. Parmi les actions du programme, la sensibilisation dans les lycées et collèges à Mouila, dans la province de Langounié, où se trouvent les responsables du programme. Le lycée Jean-Jacques Boucavel a servi de cadre au démarrage de la campagne. Ainsi, tous les chefs d'établissement secondaire de la province ont répondu à l'appel de la direction académique provinciale, témoignant ainsi de leur mobilisation. Dans tout ce que nous disons là, dans tout ce qui est fait, toutes ces mesures sont de nature à vouloir maintenir ou à faire revenir la jeune fille mère ou la jeune fille enceinte dans les milieux scolaires. Psychologues, conseillers d'orientation, assistantes sociales sont les principaux remparts contre le phénomène de grossesse précoce. Avec les responsables d'établissement, ils sont désormais chargés d'élaborer des mécanismes pour prévenir le phénomène et éviter ainsi la marginalisation de la jeune fille. Il est aussi question au cours des échanges de mettre un accent particulier sur les mesures d'accompagnement pour permettre aux jeunes filles de poursuivre leur cursus scolaire. Lutte contre le braconnage à Lastourville, les trafiquants d'ivoire arrêtés par les éco-gardes de la localité, une arrestation qui s'inscrit dans le cadre de la protection de la biodiversité. Plus de précisions dans ce reportage d'Alexandre Baondo. Ce sont 3 présumés trafiquants qui ont été arrêtés par une équipe mixte de lutte contre la criminalité phonique en patrouille dans la ville de Lastourville, le chef-lieu du département de Moulondo. Ils ont été appréhendés avec le chauffeur et un complice. La fouille minutieuse du sac qu'ils transportaient a permis de découvrir 4 grosses pointes d'ivoire entières. Selon une source proche du dossier, les trafiquants auraient reconnu leur intention de vendre ces ivoires. Ils ont tous été placés en garde à vue en attendant la suite de la procédure. Une opération dont se félicite le responsable phonique de la localité. Sentiment de satisfaction. Satisfaction en ce sens que aujourd'hui nous sommes sûrs que la stratégie que nous avons mise en place pour la lutte contre le braconnage fonctionne très bien. C'est grâce à cette stratégie que nous avons cette possibilité de continuer à faire ces arrestations. Ça c'est de 1. De 2, je pourrais dire encore une autre chose, c'est que la collaboration entre tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le braconnage également fonctionne bien. C'est l'occasion qui m'est offerte ici là de
de rappeler aux délinquants, à ces criminels phoniques, que nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à mener cette opération qui nous permet de les traquer, quel que soit l'endroit où ils se dissimuleront, ou quel que soit l'endroit où ils se cacheraient, nous serons toujours à leur touche. Conformément aux articles 390 et 392 du Code pénal, il risque une peine de prison de 10 ans et une amende égale au quintuple de la valeur marchande des points d'ivoire trouvés en leur possession. Rappelons que lors du One Forest Summit à Libreville, le Gabon a été salué pour ses efforts en matière de conservation de ses forêts et de sa biodiversité. À César, ce qui est à César, le récit était signé Ralph Lenyongo. À l'international, on parle du nombre de bilans qui ne cesse de s'alourdir au Malawi. On passe aujourd'hui à 326 personnes décédées après le passage du cyclone Freddy qui a frappé le pays tôt lundi. Les pluies diluviennes des derniers jours ont provoqué des violentes inondations et des glissements de terrain. Mais les précipitations qui avaient jusqu'ici rendu les opérations de sauvetage difficiles ont enfin cessé jeudi. Le président du Malawi a lancé un appel à l'aide internationale pour faire face à une tragédie nationale. À Blantyre, la capitale économique, les militaires ont aidé les locaux à récupérer les corps des victimes d'une coulée de boue. Écoutons le témoignage d'un soldat. Pour l'instant, nous essayons de travailler que dans des zones où au moins le sol est praticable. Car vous savez, quand vous commencez à creuser et que vous vous trouvez sur un sol mouillé, le travail devient très difficile. Donc pour l'instant, nous comptons sur des gens qui étaient des voisins, des personnes qui vivaient dans les maisons qui ont été emportées dans cette zone. Dès qu'ils nous informent qu'il semble y avoir des personnes mortes, nous venons et nous essayons d'aider en creusant. En regardant ce qui se trouve derrière moi, je ne peux pas dire quand nous aurions bientôt fini, parce que d'après le rapport des gens qui vivent ici, il y avait tellement de maisons ici et tellement de personnes sont portées disparues. Ce qui veut dire que là-dessous, il y a beaucoup de corps. À quelques semaines seulement du tournoi de Montaigu, le code de conduite présenté aux familles de jeunes joueurs qui devraient participer à cette rencontre, une conférence, un code de conduite communiqué par Sadriko Essono Mungengi en sa qualité de représentant de la FIFA. Des précisions dans ce reportage de Jeremy Goma. C'était hier à la maison Alexandre Somba, principal siège de la Fédération gabonaise de football, où les parents des jeunes footballeurs retenus pour participer au tournoi de Montaigu n'ont pas manqué à l'invitation des dirigeants de la Fédération gabonaise de football pour leur présenter le code de bonne conduite. Un code de bonne conduite qui a été présenté par le représentant FIFA Guardian, Sadrik Essono Mungengi. L'on se souviendra de ce drame qui a fait beaucoup de bruit. Drame relatif à l'affaire de pédocriminalité qui a valu la tête de plusieurs personnes écroué à son famille pour avoir abusé de ces jeunes joueurs. À la suite de cette situation qui a tellement terni l'image du Gabon, la Fédération gabonaise de football a pris des engagements quant à la protection de ces jeunes footballeurs qui seront loin de leurs parents durant la période de cette compétition qui se déroulera en France en avril prochain. La direction de la protection de l'enfance a bien voulu rassurer les parents de ces U17 en leur garantissant une transparence de ce qui sera fait. Aujourd'hui, au sein de la Fédération gabonaise de football et dans les équipes nationales, un contrôle rigoureux est désormais mis en place dans l'optique de ne plus retomber dans les erreurs qui ont fait perdre confiance aux parents de ces jeunes. Le tournoi de Montaigu reste une compétition révélatrice car elle a permis à plusieurs joueurs de se révéler et de s'engager dans les clubs européens à travers leurs bonnes prestations. Stéphane Guémando, Chivas Tanzigou, en passant par Do Marcolino, qui ont fait les beaux jours de cette équipe nationale A des Panthères du Gabon, en sont la preuve palpable de ce tournoi de Montaigu. Le mois d'avril sera donc un tremplin pour eux. Pour l'heure, le plus important est de rassurer les parents sur les dispositions prises à la FEGAFOOT pour bien accompagner ces jeunes, afin d'apaiser les cœurs des parents.
À l'issue de cette rencontre qui a eu lieu à la Fédération gabonaise de football, des copies de ce code de bonne conduite ont été distribuées aux responsables des familles à retourner après signature à la Fédération gabonaise de football le 20 mars 2023. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Demain, Maya Meza pour vous informer. Je vous retrouve lundi s'il plaît à Dieu. Bonne suite de programme sur TV+. Bonsoir.